existe maintenant une solution performante pour valoriser les différents déchets organiques d'une exploitation agricole et de façon globale tous les végétaux non valorisables par une autre solution que la méthanisation. Un élevage, une exploitation agricole dispose maintenant donc d'une solution efficace qui permet de mettre à disposition une énergie renouvelable non polluante. Cette technique n'est pas nouvelle et j'ai d'ailleurs fait un rappel historique dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien en bas dans la description, vous pourrez la revoir. On dispose avec cette solution d'une véritable alternative au prélèvement dans les énergies fossiles qui sont par nature limitées. Malgré les efforts que l'on fait, que l'on devra faire pour limiter la consommation, le besoin en énergie reste fondamental pour toute activité. Je vais vous montrer au travers du parcours de la famille Lacroix l'ensemble de leurs démarches visant à davantage d'autonomie et à valoriser l'ensemble des sous-produits. Une petite présentation de la famille Lacroix installée à Clézantaine dans les Vosges. Ce sont les 4 garçons de André et Jacqueline Lacroix qui sont à la tête du GAEC du Bouillot après avoir été associés aux parents. Donc c'est maintenant Jean-Louis, Dominique, Vincent et son fils Albin et Jean-Charles avec un salarié qui font tourner l'exploitation. À la fin, vous aurez les différents chiffres des investissements réalisés. Par ailleurs, j'avais aussi tourné un sujet en février de 2021 sur la sélection animale avec Jean-Louis qui est un féru de génétique bovine et responsable par ailleurs d'Elitest. Donc je vous mets aussi ça en dessous dans la description. Par ailleurs, bon, pour information, je vous précise que ça a été tourné dans des conditions plutôt frisquette, donc ça sent peut-être un tout petit peu, et vous le verrez aussi au travers de quelques problèmes techniques. Eh bien bonjour, c'est Charles de Point de vue de campagne, la chaîne qui essaie de mettre en perspective l'agriculture en rapport avec ce qu'elle était hier et de mieux mesurer cette formidable évolution. Si tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous, cela permet de renforcer la chaîne et m'encourage à poursuivre cette action de promotion de notre agriculture, celle d'aujourd'hui, mais aussi celle de nos pères. Donc on est 5 associés plus un salarié. Pour l'exploitation, c'est 400 hectares, oui. C'est 160 vaches laitières, c'est 200 taurions viande vendus à, je sais pas, 17-20 mois par an. 18-20 mois. Ouais, 18-20 mois par an. C'est donc aujourd'hui en culture, il y a 90 hectares de maïs, il y a 85 hectares de blé, 35 d'orge. Donc blé vendu. Blé vendu en totalité, orge autoconsommé. Hein, et maïs autoconsommé. Voilà, pour les animaux, et puis un peu pour la méta, hein, je veux dire. Hein. Bon, la méta, on en achète à l'extérieur quand même, on achète une vingtaine d'hectares tous les ans, parce que nous, ça faisait une paire d'années où les rendements de maïs, c'était catastrophique. Hein. À cause de la météo? Oui, à cause de la météo. Alors que cette année, c'était une année, voilà, presque exceptionnelle, on va dire. C'était plus qu'une année normale, hein, je veux dire. Hein, puisque là, moi, je suis content, on a à peu près un 15 tonnes de matière sèche. Hein. Une année normale, quand tu as 13 tonnes, c'est déjà... Hein, oui, donc une belle année. Une belle année. Hein. En fourrage. En fourrage. Oui, en fourrage. Hein. Alors, nous, quand on a fait la méthanisation, on n'a pas voulu tout bouleverser dans le fonctionnement d'exploitation. C'était une idée de départ aussi. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on produisait du colza, où ça devenait de plus en plus compliqué, hein, surtout pour le faire lever à l'automne. Hein. Donc on a arrêté le colza, qui se sont transformés en hectares de blé en plus et en hectares de maïs en plus. Alors, il y avait 30-35 hectares de colza, on a arrêté le colza. Hein, c'est la seule modification sous le fonctionnement d'exploitation qu'on a eu. Hein. L'objectif, c'était d'être autonome en paille. Oui, en paille aussi. Hein, en gardant les céréales. Eh ben oui, hein. Puis en faisant un peu plus de blé. Il vous faut de la paille hein, pour les animaux. Hein, donc, si on avait fait continuer à faire du colza, on était obligé d'acheter de la paille. On est obligé d'acheter de la paille. Oui. Après, tout le monde n'a pas des conduites de gaz pour injecter le gaz dans le réseau. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de faire de la cogénération. Donc c'est-à-dire que tu utilises le gaz pour faire tourner un moteur, c'est le carburant du moteur, qui entraîne une génératrice, et la génératrice produit du courant. Hein, voilà le but hein, de la méthanisation au départ. Hein. Donc ça c'est le point de départ. Donc nous, le point de départ, c'est de dire, on installe un jeune, on ne veut pas grandir l'exploitation, on veut optimiser ce qu'on a sur l'exploitation. C'est ça le but. Hein. Donc c'est de dire, eh ben, on fait fermenter, donc nous, le départ, c'était de dire, on prend tous nos effluents d'élevage, fumier et lisier, qu'on met dans la méthanisation. On ne s'occupe pas après s'il y en a trop, s'il n'y en a pas assez, on met déjà tous nos effluents d'élevage.
Après, la méthanisation, alors la capacité de la méthanisation a été, je veux dire, calculée en fonction de ce que l'exploitation pouvait apporter pour l'alimenter. On est parti de ça. C'est comme ça que vous avez calibré la taille de C'est comme ça. Alors, au départ, on mettait uniquement vraiment que de l'effluent d'élevage et un tout petit peu de maïs. Il fallait qu'on fasse qu'une 200 kW. Et je veux dire, financièrement, c'était plus intéressant de faire une 250 parce que le surplus du coût était largement valorisé par le surcoût de production électrique. Watt électrique heure. Hein. Ça, c'est la capacité de l'installation. De l'installation. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre plus de 250 kW électriques à l'heure. Contre EDF. Ah oui, d'accord. Contre EDF. Donc là Vincent, qu'est-ce qu'il fait là? Là, donc il charge le fumier produit par nos baies, le premier bâtiment qui se situe là. Il charge le fumier dans la caisse d'incorporation de la méthanisation. Et ensuite, tout sera broyé et injecté pendant une fois toutes les heures, donc sur 24 heures. Donc là, c'est que du fumier. Que du fumier. Là-bas, il y a un peu de sous-produit qu'on achète. Donc tu vois que le fumier est fumant, ça veut dire qu'il est stocké depuis combien de temps? Il y a 8 jours. On n'a pas de fumier de stock. Tout est consommé au fur et à mesure. Oui, c'est une fumière couverte. Ouais. Et c'est la spécificité de notre installation, c'est que la trémie d'incorporation se situe à 60-70 mètres du digesteur. Parce qu'on a voulu garder les bâtiments existants, on n'a pas voulu recréer d'autres bâtiments, faire le moins de manutention possible. Donc on a mis ça ici, ça a ses avantages par rapport à la manutention, ça a un inconvénient par rapport à l'entretien de la machine où on use un peu plus de pompes que certains pourraient en user. La trémie. Il faut environ un quart d'heure, 20 minutes pour charger la trémie par jour, pas plus. Pourquoi tu changes? Entre le propre et le sale, là je refais dans le silage d'air, je fais du maïs. Donc je mets un godet propre. Je ne vais pas avec un godet sale dans le silo de maïs. Voilà. Il y a des refus de parc. Au fond, il y a un peu de seigle qu'on fait au printemps. Et puis, une fois que notre bâtiment à regain a été plein, on a ensilé des regains, on a ensilé des trèfles. Il y a un peu de tout. J'oserais dire tout ce qui traîne. Voilà, c'est ça. Il y a des couverts. On a ensilé tous nos couverts. Qu'est-ce que c'est les couverts? Les cives. Enfin, oui, c'est les cives. Donc, c'est les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc, c'est ce qu'on sème entre deux cultures. Donc, maintenant, on a l'obligation de semer des couverts après la moisson jusqu'au labour en hiver. Là, on se situe sur la passerelle entre les deux fosses de la méthanisation. Donc on y voit la fosse de stockage ici et la digesteur de ce côté-là. Donc cette fosse là-bas, c'est là où tout se passe la digestion. Donc elle est à 42 degrés. Elle est en anaérobie, donc elle est bâchée étanche. C'est le digesteur. Quelle est la fonction? La fonction est de digérer la matière qu'on insère. Donc issue de la matière qu'on met dedans qui est chauffée à 42 degrés, des bactéries se développent pour manger cette matière et produire du biogaz qui sera ensuite traité par le moteur et ensuite transformé en électricité. Donc le volume de cette cuve? Le volume, donc elle fait 23 mètres de diamètre par 6 mètres de haut, donc ça doit faire 2200 mètres cubes, 2300 mètres cubes. Elle est toujours pleine, il faut qu'elle soit toujours pleine à 100% constamment. Elle n'est jamais vide. Et c'est cette cuve qui a température de 42 degrés, entre 40 et 42 degrés qu'elle se situe. Donc parce que temps froid aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a du chauffage. Il y a toujours du chauffage. Il y a toujours du chauffage, sauf qu'en hiver, c'est comme une maison, ça consomme plus de chauffage qu'en été, tout simplement. Donc cette fosse, elle a la particularité d'avoir les chauffages dans les murs, comme un chauffage au sol de maison. Il n'y a rien dans la fosse, donc ça évite tout un tas d'entretien, de nettoyage au bout d'un certain nombre d'années, tout ça. C'est un peu plus long à chauffer, c'est un peu plus long à faire. Au démarrage, mais une fois que tout est en route, ça marche aussi bien qu'un autre système. Et elle est isolée, on dirait. C'est pas qu'on dirait, elle est isolée. Elle est isolée par, ça doit être 10 cm d'isolant au mur et au sol. Ouais, même au sol.
Alors là, qu'est-ce que je vois? Oh, la croûte blanche au-dessus, donc c'est du soufre qui est récupéré par une toile qui se situe au-dessus du ciel gazeux. Et ce soufre est nocif pour tout ce qui est partie moteur. Donc on le filtre beaucoup et il y a déjà un pré-filtre entre guillemets sur la fosse. Donc là, ici, on est dans le local. Nous sommes dans le local technique où je gère tout ce qui est partie incorporation, désulfurisation, brassage des fosses. Ici, en gros, je gère 80% d'installation que par cet écran. Donc c'est un écran, c'est un ordinateur quoi, en écran tactile où je gère par exemple mon digesteur, où j'ai la température, le niveau de remplissage, le niveau de gaz. Ensuite j'ai mon écran où je gère tout ce qui est partie incorporation, donc tant de kilos par insertion, toutes les heures sur 24 heures. Je sais ce qu'elle a mis hier à manger, je sais les heures de fonctionnement, je sais tout. J'établis ma ration à partir de là. Je rentre tous mes poids et elle Donc, me... comme pour un troupeau bovin, tu parles de ration. Voilà, tout à fait. On parle d'une ration qu'il faut qu'elle soit équilibrée. C'est quand même moins pointilleux qu'une vache laitière, mais il faut quand même que ça soit une ration équilibrée parce que ça peut partir en acidose aussi, ça peut avoir tout un tas de problèmes. Donc il faut respecter à peu près des quantités et surtout une régularité d'insertion. Il ne faut pas faire des gros changements d'un coup, il ne faut pas faire que de changer la ration toutes les semaines, tous les 15 jours, sinon ça marche pas. Comme pour une vache laitière, exactement pareil. Les bactéries, c'est des bactéries qui sont à l'intérieur, si on les perturbe, forcément elles chutent en production. Les différents postes, donc j'ai un poste, pour moi j'ai un poste d'incorporation, ensuite j'ai le poste de digestion où je gère toute une autre partie, et ensuite j'ai le poste cogénération où on gère la transformation du gaz en électricité. Ici, nous sommes sur la page principale de là où je gère mon installation. Donc j'ai mon fermenteur ici, ma fosse de stockage, ma pompe à lisier pour lisier avec des vaches qui va directement dans la fosse, la partie moteur où j'ai juste une visualisation de sa production et la partie incorporation. Et s'il y a un problème, c'est alerté? Oui, c'est alerté 24 heures sur 24 par téléphone. Ça sonne, ça nous envoie les messages. Et ça arrive régulièrement. Donc il faut toujours quelqu'un plus ou moins d'astreint. Oui, bah moi c'est moi beaucoup qui... Si tu pars balader. Si je m'en vais, c'est mon père qui s'en occupe. J'enregistre ma ration tous les jours, la température, les analyses de gaz et la production journalière en kilowatts et le nombre d'heures moteur. Et ensuite, là c'est tous mes points de contrôle obligatoires à faire tous les jours. Donc tu dois inspecter chacun de ces points. Toutes les cartes qui sont en blanche, il faut les inspecter tous les jours. On a vu tout ce qui était partie cogénération. Donc le moteur qui est branché dessus, qui entraîne la génératrice, qui produit l'électricité. Et tout au fond du conteneur, on voit des tuyaux bleus et rouges, qui est tout ce qui est partie récupération de chaleur pour le refroidissement du moteur, qui nous sert à valoriser dans le séchoir, au digesteur et au bâtiment à vache pour les eaux sanitaires. On a une production de chaleur qui est faite par le moteur. Et donc avant on était obligé de valoriser cette chaleur, aujourd'hui c'est plus obligatoire, mais avant on était obligé de valoriser cette chaleur. Donc on a bénéficié de ça pour faire notre séchoir. Donc pour le digesteur on est obligé de le chauffer et on en a profité pour chauffer les eaux sanitaires de notre installation à vache pour les eaux sanitaires pour consommer moins d'électricité. Non, alors on vend, bon après, je veux dire, une année c'est 8700 heures à peu près, hein, en gros. Et en moyenne, on tourne 8350, 8400 heures entre les arrêts pour les vidanges, l'entretien, en gros c'est ça, un petit 8500, un petit 8500 heures par an. Hein. Donc nous ce qu'on fait, on produit sur l'année 235 kWh électriques sur l'année et on vend 220 kWh électriques. Sur 2 ans, voilà ce qu'on a fait. Hein, pour une 250 au départ. Parce que tu as, comme je disais, on ne tourne pas à 100%, hein, tu as toujours. Et puis tu as ce qu'on appelle de l'autoconsommation pour entraîner tout ce qui est dans le moteur, les refroidisseurs et tout. Ça, c'est de l'électricité qu'on produit, mais qu'on ne doit pas vendre, qu'on doit autoconsommer. Donc ça fait à peu près 7% de la production d'électricité qui sert pour les auxiliaires, on appelle ça. Donc la méthanisation, c'est production de gaz. C'est faire une fermentation, c'est des bactéries méthanogènes qui produisent du gaz, hein, qui se nourrissent
de ce qu'on met dedans, du fumier, du lisier, de l'herbe, des cives, des sous-produits industriels aussi qu'on a. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, le gaz, soit tu le réinjectes directement après l'avoir purifié dans une conduite. Si tu n'as pas de conduite de gaz à proximité, il sert pour t'entraîner un moteur. C'est le carburant du moteur en fait. Hein, c'est ce qui fait tourner ton moteur. Ton moteur entraîne une génératrice et ta génératrice renvoie sous le réseau. Hein, donc tu produis du 400 volts. Hein. Le moteur en tournant, il produit de la chaleur. Il faut bien le refroidir. C'est comme un moteur thermique, c'est la même chose. Hein. Donc la chaleur du moteur, c'est-à-dire que tu produis autant, on va dire un peu plus de calories thermiques que de calories électriques. Hein. Et la chaleur, elle sert déjà pour, je sais pas, 20-25% pour réchauffer le digesteur, puisque le digesteur à la fermentation, on est toujours à 40-42 degrés. Hein, il faut toujours que... C'est l'optimum pour favoriser... Voilà, pour avoir des bactéries méthanogènes, c'est 40-42 degrés. Hein, c'est l'optimum pour avoir une bonne fermentation. Hein. Bon, après, tu agites, hein, tu as des agitateurs et tout. Et là, donc, la chaleur, donc tu as déjà 20-25% qui sert donc, à réchauffer le digesteur. Nous, le restant... On a donc un bâtiment à vache avec des robots de traite. Hein. Donc on a supprimé, on avait 2 chauffe-eau électriques de 500 litres, on les a supprimés et on a remis un chauffe-eau et on utilise l'eau chaude de la méthanisation pour notre eau chaude sanitaire du bâtiment à vache. Hein. Et en plus, on a construit un séchoir à céréales, à plaquettes, enfin un séchoir qui, on sèche des bottes de luzerne, l'année ici avec la moisson que c'était compliqué, on a séché un peu de grain, on a fait du maïs grain, on a séché du maïs grain, donc on utilise aussi la chaleur là sur le séchoir. Donc c'est une chaleur qui n'est pas perdue. Hein, voilà, hein, c'est une chaleur. Alors on en a déjà perdu, hein, parce que... on va alimenter une maison là. Oui, puis on va alimenter la maison ici maintenant. Ouais, le projet c'est de réalimenter des maisons, donc là on va dire... D'exploitation. Ouais. Alors la chaleur c'est... Bon, on a des compteurs mais c'est difficile à dire, mais moi j'estime qu'on consomme, enfin, on arrive à réutiliser 50%, à peu près. Hein. Donc là, c'est un bâtiment qu'on a construit quand on a fait la méthanisation. Et pour valoriser la chaleur, on a installé un système de séchage au sol. Donc on peut sécher du foin, des plaquettes, des céréales. Et donc nous, cette année, vu qu'il y avait des beaux maïs, nous en avons profité pour moissonner du maïs et sécher notre propre maïs. Donc toutes les cellules là peuvent sécher. Non, que 2. Les 2 là peuvent sécher. Celle-là, elle sert juste à ventiler. Elle a moins de grilles. On voit il n'y a que 3 grilles au sol alors que celle-là en ont 8. Et donc le système de séchage se passe derrière avec un ventilateur, un échangeur de chaleur qui rediffuse dans toutes les cases. Et la chaleur arrive par quel canal là? La chaleur, elle arrive en souterrain depuis le moteur. Voilà, donc c'est après la méthanisation, donc tout ce qui est digesta, hein, donc ça a une valeur chimique au niveau NPK, hein, ce qui nous a fait nous économiser 1 SMI d'azote liquide et pratiquement on n'achète plus du tout d'engrais complet. Hein. L'engrais ternaire, on n'achète plus rien du tout. Donc c'est une économie d'engrais aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a remplacé de l'engrais chimique par de l'engrais minéral. Donc c'est intéressant aussi ça. Donc, hein. Et plus d'autonomie donc. Eh ben, plus d'autonomie, hein, je veux dire, surtout au jour d'aujourd'hui avec les coûts de l'engrais. Hein. Hein. Je ne sais plus, j'avais calculé, mais c'était une économie, en coût normal, on était à presque 20 000 € d'économie d'engrais. Hein. Hein, donc c'est quand même pas neutre non plus. Hein. Mais avant, on amenait le fumier directement, donc c'était aussi... Ouais, mais on ne le valorisait pas de la même façon. Notre digestat est déjà plus riche, parce qu'à partir du moment où tu mets autre chose que des effluents d'élevage, qui a des valeurs plus élevées, tu l'enrichis. Oui, parce que tu apportes d'autres choses. Ah oui, hein. Hein, qui est plus riche, hein, je veux dire. Hein. Hein, parce que le digestat en azote, on est à un peu moins de 6 azote total, 5, 6, 5, 8, hein, je crois, un truc comme ça. Mais par contre, tu n'as que 1,5% d'azote ammoniacal. Tout le restant, c'est de l'azote organique, donc qui se libère sur 1, 2, 3 ans. Donc, quand on en amène continuellement, automatiquement, tu l'utilises sous le circuit. Alors, c'est vrai que le fumier, c'est un peu comme ça, mais on en tenait peut-être moins compte. Hein, au jour d'aujourd'hui, on a des analyses de terre, tout ça, on a un peu plus rigoureux là-dessus. Quoi. Hein, donc, c'est un plus, que la méthanisation, elle a apporté ça en plus quand même, la méthanisation. Hein, c'est quand même pas... Alors, la méthanisation, bon, le budget global, ça a été 1,7 million.
Mais tout ce qui est process propre à la méthanisation, c'est-à-dire digesteur, cogénération, fosse de stockage, benne de chargement, c'est à peu près 1,2 million. Voilà. Le restant, eh ben, c'est un silo qu'on a refait, c'est un bâtiment avec un séchoir. Qui sert à valoriser ça. Alors le séchoir, eh ben, il nous sert, c'est pour utiliser la chaleur produite par la méthanisation. Comme j'avais dit auparavant, hein, c'est que la méthanisation, ben, on produit du gaz, le gaz donc, qui entraîne un moteur pour produire de l'électricité. Donc on produit à peu près l'équivalent en kilowatts, on a 250 kW électriques, on a 260 kW thermiques. Hein, donc comme j'avais dit, la chaleur, eh ben, il y a une partie, à peu près 25% qui sert pour réchauffer notre digesteur, hein, parce que le digesteur, c'est un peu comme les autres éléments. Eh ben, l'alternateur, normalement, il a une durée de vie, on ne sait pas de combien. Normalement, on espère, durant la vie du contrat qu'on a signé avec EDF, hein, donc qui est de 20 ans, mais voilà, on a déjà eu un souci avec, on l'a déjà remplacé une fois. Bon, il a été remplacé parce qu'ils avaient un défaut de fabrication, donc on n'a pas au bout d'1 an et demi. Hein. Hein, mais normalement, la génératrice, il n'est pas prévu de la remplacer durant le fonctionnement. Après, on verra l'usure, on verra la longue, comme on dit. Hein. Mais le moteur, c'est prévu. Hein. Le moteur prévu 65 000 heures. Normalement, le moteur, il faut tout changer. Là, à 30 000 heures, on a déjà tout déculassé, tout ça, tout a été refait il y a au mois de novembre. Hein. Mais c'est prévu, ça, c'est des révisions normales qui sont prévues dans l'entretien courant. Alors, bon, déjà, toutes les entreprises de méthanisation, je ne sais pas s'il y en a beaucoup des françaises. Peut-être aujourd'hui, il y en a qui sont lancées, mais nous, quand on a lancé le projet, il n'y avait que des entreprises allemandes. Elles ont donc des filiales en France. Donc, tout ce qui est construction, tout ça, c'est géré par l'Allemagne. Et une fois que tout est fini la construction, la mise en service et le fonctionnement, donc c'est géré par Planète. Planète, ils sont, nous, au nord de Rennes, à Liffrey. Hein. Bon, après, on a des techniciens locaux, on en a un donc, qui s'occupe de tout ce qui est cogénération, donc moteur, et puis un autre pour tout le restant, qui sont basés sur Nancy. Hein. Donc voilà, je veux dire, ils sont pas loin, ils interviennent assez vite. Pour l'instant, au niveau entretien, enfin, je veux dire, quand on a des soucis, ça se fait assez rapidement quand même. Hein. Le seul souci qu'on aura un petit peu, c'est que les pièces, eh ben, elles descendent toutes d'Allemagne. Donc des fois, ben, voilà, quand il y a des pièces, il y a des fois des délais qui sont un peu plus longs que prévu. Donc il faut anticiper, quoi. Mais ça, après, on prend l'habitude. Alors, l'amortissement de l'installation, bon, les prêts sont sur 12 ans, mais l'amortissement, normalement, il est sur 15 ans. Mais théoriquement, d'après les calculs qui ont été faits, on doit avoir un retour sur un investissement de l'ordre de 8 ans et demi à peu près. Vous l'aurez compris, la méthanisation est une technologie particulièrement adaptée à toutes les productions animales car elle permet de valoriser tous les déchets organiques issus de ces productions en permettant une valorisation intéressante dans un contexte où l'énergie fossile doit être économisée, voire préservée. Et puis je vous le redis, si vous avez aimé, un petit pouce, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, afin que l'on continue à parler d'agriculture d'aujourd'hui, dont le prolongement de celle d'hier. Merci, au revoir.